Le sénateur Guerriau a été placé récemment en garde à vue dans l'affaire de l'ecstasy qu'il aurait administrée à la députée Sandrine Josso. Il ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire? Tiens, une intervention pertinente de Tricotine. Tu t'intéresses au droit, toi, maintenant? En tant qu'actionnaire majoritaire de la chaîne, ça m'arrive. Ah bon? Comme tous les députés et sénateurs, Joëlle Guerriau bénéficie effectivement de l'immunité parlementaire. Mais elle ne s'est pas impliquée dans cette affaire. Contrairement à une opinion trop largement répandue, l'immunité parlementaire n'est pas complète. Elle est au contraire strictement limitée. Alors, cette immunité parlementaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une mesure destinée à assurer l'indépendance politique des députés et des sénateurs et assurer leur indépendance afin de leur permettre d'assurer leurs fonctions politiques librement. Et pour ça, l'immunité les protège contre toutes les mesures d'intimidation. Des mesures d'intimidation qui pourraient venir tant du pouvoir public que des pouvoirs privés. Cette immunité, c'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, c'est pas un privilège qui leur est fait, c'est juste la condition de leur indépendance politique. Alors attention, cette protection par l'immunité concerne seulement les actes accomplis par le parlementaire dans le cadre de leurs fonctions. Pour tous les actes répréhensibles qui sont détachables de leurs fonctions, alors les parlementaires sont des citoyens et des citoyennes comme les autres. Après tout, nous ne sommes pas si différents. En fait, l'immunité parlementaire est double. Il s'agit d'une part de l'irresponsabilité et d'autre part de l'inviolabilité. L'irresponsabilité tout d'abord. Ça veut dire qu'on ne peut pas poursuivre en justice les parlementaires pour les actes effectués dans le cadre de leurs fonctions. C'est ce que dit l'alinéa 1er de l'article 26 de notre Constitution. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité des parlementaires pour ce genre d'acte n'est pas une responsabilité juridique, mais une responsabilité politique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on n'est pas content du travail d'un ou d'une parlementaire, ça ne se règle pas devant les tribunaux, mais dans l'isoloir. Ils sont élus pour remplir une mission, et si les électeurs et électrices ne sont pas contents de la façon dont ils l'ont accomplie, eh bien, ils ne les réélisent pas. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Notre état de droit est organisé sur le principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Lorsque les députés et les sénateurs font la loi, ils sont dans leur rôle de législateurs, et ils n'ont de compte à rendre qu'à leurs électeurs et à leurs électrices. En revanche, ils n'ont pas à répondre de leurs activités parlementaires devant le pouvoir judiciaire. Par exemple, lorsque nous injurions quelqu'un ou que nous le diffamons, ça peut nous mener devant le tribunal correctionnel. Eh bien, en revanche, si un parlementaire en insulte ou en diffame un autre dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions, par exemple lors d'une séance à la Chambre, c'est pas bien poli évidemment, mais il ne peut pas être jugé en correctionnel pour ça. Parce que s'il pouvait être jugé devant le tribunal correctionnel pour un propos tenu lors d'une session parlementaire, alors le pouvoir judiciaire pourra avoir une sorte de contrôle indirect sur l'accomplissement de ses fonctions. Et c'est pourquoi il bénéficie de l'immunité parlementaire pour cet acte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut librement insulter ou diffamer ses collègues sans aucun contrôle, évidemment. Il existe tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale une procédure de sanction qui est organisée par les parlementaires eux-mêmes pour sanctionner ce type d'excès. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Parce que permettre au pouvoir judiciaire de contrôler le travail des parlementaires reviendrait à instituer un véritable gouvernement des juges. Ce gouvernement des juges que les politiques de tout poil nous ressortent régulièrement dès lors qu'ils se retrouvent devant la justice quand ils ont été pris les doigts dans le pot à confiture. Mais quelle plaisanterie! Pour ne rien vous cacher, entendre ressortir régulièrement cette menace du gouvernement des juges pour essayer de décrédibiliser la justice quand on y a affaire, ça commence sérieusement à me casser les lucioles. Bon, revenons à l'immunité parlementaire. Nous venons de voir ce qu'il en est de sa première composante, qui est l'irresponsabilité. Venons-en maintenant à la seconde, l'inviolabilité. Autant les parlementaires sont protégés par l'irresponsabilité pour tous les actes relevant de leurs fonctions, autant il reste des citoyens et des citoyennes ordinaires pour tous les autres actes. Ou presque. En effet, si un parlementaire commet une infraction sans aucun rapport avec ses fonctions, comme c'est le cas de ce qui est reproché par exemple
au sénateur Guerriau, il peut faire l'objet de poursuites pénales, comme tout le monde. Mais en revanche, si la justice veut limiter sa liberté, par exemple en le mettant en garde à vue, en détention provisoire, ou encore en décernant contre lui un mandat d'amener, alors la justice doit d'abord demander et obtenir l'autorisation de l'Assemblée à laquelle il appartient. C'est ce qu'on appelle la levée de l'immunité parlementaire. Ici aussi, le but n'est pas de faire échapper les députés et les sénateurs à leurs responsabilités, mais juste de les protéger de toutes les formes de pression judiciaire, qu'elles viennent du pouvoir en place ou des personnes privées. Mais comme il faut bien concilier cette protection des élus avec la possibilité des victimes d'infractions d'agir en justice, pour le reste, les parlementaires peuvent tout à fait faire l'objet de poursuites et de condamnations. Pour revenir au sénateur Guerriau, la justice n'a pas eu besoin de demander la levée de l'immunité parlementaire avant de le mettre en garde à vue. En effet, dans cette affaire, il y a flagrance. La flagrance, c'est quand un crime ou un délit est en train de se commettre ou qu'il vient juste de se commettre. Et dans ce cas-là, l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution est très claire. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. Naturellement, l'affaire Guerriau ne fait que commencer, et il est bien probable que je vous en reparle à l'avenir sur Vous avez le droit. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. N'oubliez pas non plus que, quoi qu'il ait fait, le sénateur Guerriau est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés et qu'il le restera jusqu'à la fin de la procédure. Sa présomption d'innocence n'est en aucun cas une négation de ce que rapporte la députée Sandrine Josso. Je le répète, la présomption d'innocence n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais la négation de la parole des victimes. Mettre les deux choses en regard l'une de l'autre conduit à ne plus comprendre ni la présomption d'innocence, ni le statut juridique des victimes. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet compliqué, allez voir ma vidéo récente sur l'affaire Norman Tavo. Norman fait des vidéos, le lien est ici et en description. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, leur nom est ci-dessous et au générique. Et vous aussi, vous pouvez aider la chaîne non seulement avec vos dons, si vous le voulez, si vous le pouvez, mais aussi avec vos pouces bleus, vos commentaires ou encore en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si elle vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Attention à ne pas confondre immunité parlementaire et immunité pour les menteurs.